Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr. Nous sommes dans une série de leçons de philosophie politique à l'école d'Aristote, de saint Thomas d'Aquin et en vue de la lecture directe de saint Thomas d'Aquin. Cependant, dans ces leçons de philosophie politique, j'aborde certains sujets qui n'ont jamais été abordés par Aristote, parce que justement, le propre de la philosophie réaliste, c'est de continuer sa recherche face à la réalité. Et donc, je voudrais aborder maintenant une question qui se pose et qui se voit partout où il y a des assemblées démocratiques qui gouvernent des nations. Je veux dire que partout dans le monde, et cela dès l'Antiquité, on voit apparaître ce qu'on pourrait qualifier, pour simplifier, et ce depuis la Révolution française, la droite et la gauche. En réalité, le terme de droite et de gauche sont arrivés matériellement parce que les députés, en s'installant dans les grandes assemblées où ils discutaient, se sont mis à droite lorsqu'ils avaient telle opinion particulière et plutôt à gauche, se sont regroupés ensemble à gauche lorsqu'ils avaient une opinion tout à fait différente et qui est en rapport avec la première. Alors, je voudrais me demander si cette distinction entre droite et gauche qu'on voit particulièrement dans les partis politiques à l'heure actuelle, si cette distinction est artificielle, ou si au contraire elle a un fondement profond dans ce qui fait la psychologie humaine, la nature humaine elle-même. D'abord, pour en revenir à un aspect historique, on voit cette distinction entre droite et gauche, entre, on pourrait dire pour résumer, entre autorité et exercice de la douceur. On la voit dès l'Antiquité. On se souvient par exemple des débats épiques dans le Sénat romain, lors des guerres puniques, avec quelqu'un comme Caton l'Ancien, qui pourrait maintenant être considéré comme quelqu'un de droite et qui disait sans arrêt « il faut détruire Carthage ». Et puis en face, d'autres députés qui disaient « non, il faut négocier, on doit pouvoir s'arranger, il faut chercher un modus vivendi avec Carthage ». Donc si on résume, la position de la droite, c'est une position en général qui est plus du côté de l'exercice de l'autorité, et la position de la gauche est plus du côté de l'exercice d'une certaine douceur. Alors, commençons par nous demander si cette distinction entre autorité et douceur est quelque chose qui correspond à la nature humaine. Je dirais que oui, et j'en tiens pour preuve quelque chose, une sorte de distinction qui date de bien avant l'Antiquité. Je dirais qu'elle date presque de l'âge du bronze, ou même peut-être du néolithique. Dans le taoïsme, donc une sorte de sagesse, de philosophie de l'Extrême-Orient, née il y a bien longtemps, on voit apparaître très tôt, outre des choses très relatives, cette espèce d'espoir de vivre toujours sur Terre à travers des remèdes de bonne femme, on pourrait dire cela, mais on voit apparaître très tôt cette distinction entre deux pôles dans la nature humaine et qui est connue, qui est symbolisée par ce schéma qu'on voit partout et qui a été mis à la mode en Occident à partir des années 70. Il s'agit de ce qu'on appelle le yin et le yang. Donc ces anciens sages avaient remarqué que dans la nature humaine elle-même, il y avait une distinction entre deux pôles qui devaient s'harmoniser ensemble pour arriver à un équilibre. Ils sont entrelacés un petit peu comme deux poissons, on le voit dans ce cercle, et lorsqu'ils sont en harmonie, ils forment un cercle parfait, avec l'œil noir dans la partie blanche et l'œil blanc dans la partie noire. Eh bien, pour les anciens taoïstes, ce yin et ce yang étaient, comment dirais-je, la complémentarité de contraires qui donnait l'harmonie. Par exemple, la chaleur intense, mélangée à la froideur intense, donnait la tiédeur où peut se développer la vie. Eh bien, cette distinction appliquée au monde physique, là où la vie humaine se développe, donc autour de 30 degrés, et là où elle est impossible quand il n'y a que du yin, donc du froid glacé, ou du yang, à savoir de la chaleur intense, elle a été appliquée par la suite à toutes les réalités humaines, à commencer
par la complémentarité dans le couple entre l'homme et la femme, et dans la famille entre le père et la mère. Et évidemment, habituellement, comme il est naturel, la partie qui est plutôt du côté de la force, avec à l'intérieur une part de douceur, a été appliquée à l'homme, tandis que la partie qui est douce, avec à l'intérieur une part de force, a été appliquée à la femme. Et ceci avec une très grande souplesse, évidemment. Il y a donc, si on suit ce schéma, dans l'homme une part de féminité et dans la femme une part de masculinité. Évidemment, les féministes des années 70 qui voulaient nier cette complémentarité des sexes se sont fortement opposés à ce schéma en disant qu'il était caricatural et fondé sur quelque chose qui avait été imposé artificiellement par l'éducation. Mais en réalité, 50 ans après la grande révolution des mœurs de mai 68, on voit que jamais, autant que maintenant, la féminité n'a été aussi féminine et la masculinité aussi masculine. Ce qui n'empêche que, dans certains individus, peu nombreux, les valeurs peuvent être renversées. Il y a des hommes complètement du côté de la féminité et des femmes très très masculines. Cette distinction entre deux pôles, telle que je viens de l'indiquer, on peut, pour simplifier, dire qu'elle représente d'un côté ce qui est masculin et de l'autre côté ce qui est féminin. Ce que tout être humain, lorsqu'il regarde la complémentarité entre l'homme et la femme, constate. Il est vrai que l'homme, avec sa voix grave, avec sa force, avec sa tendance à être fort quand il faut attaquer pour défendre son foyer, eh bien on lui attribue le côté masculin. Il est aussi du côté de l'efficacité, il aime bien être efficace. Et sa grande fierté, justement, c'est que par son travail, sa famille soit en sécurité. La femme, elle, avec son corps plus en rondeur, sa voix plus douce, qui est plutôt dans la patience que dans l'attaque immédiate, dans la durée, avec son attention aux relations humaines, eh bien, elle est plutôt du côté d'un pôle complémentaire qu'on peut appeler un pôle féminin. Eh bien, c'est ainsi qu'on le voit fondamentalement dans la nature humaine, je dirais de manière innée, dans cette distinction entre l'homme et la femme, il y a une sorte de distinction qu'on va pouvoir appeler tout à l'heure la droite et la gauche, lorsque c'est appliqué à la politique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on le voit au niveau de la famille. Si il y a déséquilibre entre ces deux forces complémentaires et harmonieuses, ça ne va pas. Par exemple, imaginons un homme qui n'a pas sa part de douceur, de féminité, donc qui se comporterait comme une brute, qui a l'autorité, qui n'a jamais un seul regard de douceur. Et de l'autre côté, imaginons une femme qui n'aurait pas de force, qui serait que tendresse, douceur, écoute, obéissance, attention. Eh bien, ça ne va pas. Ça forme un excès, aussi bien d'un côté que de l'autre, et les enfants ne peuvent pas s'en sortir face à une telle éducation excessive. Je dirais que ce schéma-là, où la partie masculine a trop de force, on l'a vu s'établir en Europe occidentale, à l'époque de Sigmund Freud, dans son enfance. Ce qui l'a tellement traumatisé, qu'il a fini par dire que le père était le gêneur, par son surmoi autoritaire dans la relation de tendresse entre l'enfant et sa mère. A l'inverse, après mai 68, on a souvent vu le schéma inverse. Ça veut dire que ce qui était exalté, c'était l'amour, l'attention, l'écoute, la tendresse, la discussion. Et toutes les valeurs comme l'autorité, la sanction, la fessée éventuellement, qui peut tomber lorsque l'enfant abuse, étaient mises en méfiance, presque au tribunal, au point que les hommes, à un moment donné, n'ont plus osé exercer d'autorité, ayant peur, évidemment, de briser la relation du couple, et donc laissant filer, parce que, à défaut, comment dirais-je, d'un mal pire, ils préféraient un mal moins grave. C'est en tout cas le pari qu'ils faisaient. Eh bien, je dirais que lorsque ce schéma de psychologie est appliqué au domaine des sociétés plus grandes, comme les nations, mais aussi les cités, eh bien, on voit apparaître exactement les mêmes pôles de complémentarité et de lutte, qui peuvent s'opposer parfois durement et parfois, au contraire, se compléter.
Et je dirais en plus que les mécanismes qu'on voit dans le domaine de la politique, les excès, les conflits, les divisions parfois l'excès de la droite, parfois l'excès de la gauche, ce qu'on appelle l'extrême droite et l'extrême gauche, eh bien, on peut repérer les mêmes schémas de déséquilibre dans les couples et dans les relations des parents avec les enfants. Comme si, au niveau de l'État, on avait une projection, au niveau d'une communauté universelle, de ce qui se passe au niveau de la petite communauté familiale. C'est tout à fait cohérent. Finalement, une nation, ce n'est que la somme de personnes humaines qui ont une psychologie à la base. Alors, je voudrais manifester quelles sont habituellement les valeurs qu'on attribue à la droite, donc au pôle, on pourrait dire, masculin dans la politique, et à la gauche, donc par comparaison avec cet ancien schéma taoïste, au pôle féminin dans la politique. Il suffit de regarder divers domaines d'exercice. Prenons par exemple la question du gouvernement, tel qu'on gouverne un peuple. Eh bien, on dira qu'un gouvernement est plutôt du côté de la droite lorsqu'il use de l'autorité, de la force, lorsque parfois, avec éventuellement l'aide de la police, il impose des règles qui permettent un ordre social. Et on dira qu'une politique, un gouvernement est plutôt du côté de la gauche lorsqu'elle procède plutôt par mode de dialogue, de discussion, sans jamais rien imposer, mais toujours par l'explication. Alors on le voit tout de suite ici. Lorsqu'un gouvernement est totalement à gauche, qu'il ne fait que discuter face à un peuple qui, lui, a certains intérêts personnels, des intérêts catégoriels, eh bien, il ne peut jamais prendre de décision. Parce que la discussion, évidemment, ne marche que si, en face, on a une certaine soumission à des arguments valables. Mais au contraire, si un gouvernement est exclusivement du côté de la droite, eh bien, il a tendance à s'imposer violemment et à imposer des règles que le peuple aura du mal à supporter, qu'il considérera presque comme tyranniques. Ce qui fait un gouvernement équilibré, en réalité, et on le voit dès cet instant-là, c'est l'équilibre des deux. Et on retrouve le schéma que j'avais indiqué tout à l'heure, le yin et le yang. Correspond à la nature humaine pour qu'elle soit bien gouvernée. C'est à la fois l'explication qui est donc patiente, qui prend son temps, et puis, à un moment donné, une décision ferme. Et quand la décision est prise, elle est imposée. Je dirais qu'habituellement, d'ailleurs, tous les êtres humains, ce qu'ils aiment comme forme d'autorité, c'est une main de fer dans un gant de velours. D'où ce proverbe-là, qui correspond à tous les hommes. Je dirais que les personnes qui sont gouvernées, il y a deux choses qu'elles ne supportent pas. Lorsqu'il y a, par exemple, un prof qui est trop dur, trop sévère, trop cassant, ou à l'inverse, un prof qui n'aurait strictement aucune autorité, qui ne sait pas s'imposer et imposer sa manière de faire cours. La vérité, encore une fois là, elle est dans le juste milieu. Une main de fer, donc de l'autorité qui prend des décisions, dans un gant de velours, ça veut dire avec douceur, avec explication, avec patience. Alors, on peut appliquer cette distinction entre droite et gauche à tous les niveaux. Si par exemple on l'applique en économie, eh bien on dira qu'en économie, la droite, elle est plutôt pour le travail, bien fait, ordonné, sérieux, des gens qui se donnent à leur profession, qui ne tirent pas au flanc. La gauche, au contraire, elle va être plutôt pour que le travail soit accompagné de repos, qu'on puisse souffler, qu'on ne mette pas toute sa vie dans la production, mais qu'il y ait à côté de cela une humanité qui s'exerce. Et bien là encore, on le voit, l'excès d'un ou de l'autre pôle détruit l'économie. S'il n'y a que la droite pure, sans aucun élément de gauche, ça veut dire que le travail est perpétuel. On ne cherche que la productivité. Il n'y a que ça qui compte. On appellera ça le capitalisme pur. C'est ce qu'a vécu l'Europe au XIXe siècle, au moment de la révolution industrielle, avant qu'il y ait les syndicats. Et s'il n'y a que la gauche pure, sans aucun élément d'ordre, d'autorité, de mise au travail, eh bien, à la rigueur,
ce sera tellement cool le travail qu'on ne s'y rend pas. Et peu importe, de toute façon, c'est tellement gentil. Et du coup, la productivité s'écroule. Je peux appliquer la même chose par rapport à la gestion du chômage. On sait que le chômage est une plaie qui dure depuis 30 ans en Europe occidentale. Eh bien, comment traiter le chômage? La droite dira, il faut baisser les charges sociales des sociétés, parce que si elles ont trop de charges, elles ne peuvent pas embaucher, ça leur coûte trop cher. Et il faut inciter les gens à se mettre au travail en baissant leurs prestations sociales, de telle manière qu'en travaillant, ils gagnent davantage qu'en étant au chômage. La gauche aura tendance à dire « Personne ne souhaite être au chômage. Si on est au chômage, c'est un malheur, ce n'est pas choisi. Tout le monde est généreux, personne n'est feignant, et donc il faut une allocation qui permette de n'avoir aucun souci, une sécurité, une allocation qui soit à peu près égale au salaire qu'on touchait avant de travailler. » Qui a raison des deux? Eh bien je dirais, ni l'un ni l'autre, mais les deux, en complémentarité. Si on n'a que l'aspect 1, et que éventuellement on poussait la droite jusqu'à supprimer les allocations chômage, eh bien on retombe dans une situation comme c'était le cas en Allemagne en 1929, lorsque il y eut du chômage et qu'il n'y avait aucune aide sociale, si ce n'est la charité des églises avec la soupe populaire. Ce fut source d'une telle rancœur contre l'État, contre ceux qu'on accusait, les banquiers, que ça provoqua, à mon avis, en partie l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir. Et à l'inverse, si quoi qu'il arrive, sans surveillance, parce qu'on est naïf, on croit que tout le monde est honnête, il y a l'allocation chômage qui tombe tout le temps, dès qu'on se met en arrêt de travail, eh bien on suscitera une véritable paresse. Et c'est ce qui a coulé les systèmes d'extrême gauche, comme par exemple en Union soviétique. J'avais lu le récit de certains syndicalistes français qui avaient été invités à se rendre en URSS pour visiter une entreprise. Et ils avaient été accueillis formidablement. Il y avait des repas, il y avait de la vodka, il y avait des fêtes le soir. Et à la fin, en revenant, ils s'étaient posé la question suivante. Mais au fait, quand est-ce qu'ils travaillent? Eh bien, on a là ce qui est significatif, avec un excès de protection sociale. À savoir que le travail n'est plus fait, parce que, tout simplement, l'excès de sécurité provoque la paresse, mais que l'excès de pression provoque la démotivation, l'angoisse qui stérilise. Donc encore une fois, la vérité est au juste milieu. Alors, on peut continuer comme cela à décliner cette alternative, cette complémentarité entre gauche et droite. Lorsqu'on l'applique par exemple à la théorie de l'éducation, à l'école, eh bien je dirais que la droite en politique, elle aura tendance à dire il faut de la discipline. Il faut l'autorité des profs, des directions. Il faut éventuellement remettre, comment dirais-je, un uniforme pour éviter justement n'importe quoi au niveau vestimentaire. Il faut parfois supprimer la mixité, parce que les jeunes, pris par leurs amours d'adolescents, n'ont plus le temps pour travailler. La gauche, au contraire, dira il faut une école de liberté et de spontanéité. Le travail doit venir des élèves tout seuls qui cherchent la vérité. Le prof, c'est comme un soutien à l'extérieur qui s'approche tout doucement pour orienter par ses conseils. Mais surtout pas l'homme qui sait et qui impose par autorité son savoir. Eh bien, dans ce domaine-là, encore une fois, la vérité, elle est entre les deux. Si on n'impose qu'une seule méthode pédagogique, celle de l'autorité, du par cœur éventuellement, qu'on restitue, eh bien il est évident que les élèves ne progresseront pas par leur pensée personnelle. Ils progresseront sans doute plus tard, mais en attendant, ils restent comme des enfants obéissants. Et à l'inverse, si ce n'est que la spontanéité, leur recherche individuelle, s'il n'y a pas un professeur qui sait et qui apporte un savoir, eh bien, ils progresseront à leur niveau individuel. Et sauf ceux qui lisent personnellement, il y aura une chute du niveau catastrophique dans les écoles. Et donc, le mélange des deux, un peu de droite, un peu de gauche, une pédagogie qui sait changer, qui sait parfois faire des moments de spontanéité, mais qui sait à la fin trancher véritablement par un apprentissage, c'est celle qui sera probablement la meilleure. Alors enfin, et pour terminer par un dernier exemple, je voudrais appliquer cette complémentarité
et parfois cette opposition, au domaine de la morale. En morale, la droite, elle a tendance à vouloir respecter la nature humaine dans toutes ses dimensions, à ne pas vouloir s'asseoir dessus. Par exemple, en morale, la droite considérera qu'il faut un certain respect des valeurs, de valeurs universelles comme par exemple l'honneur. Je m'engage par serment à faire quelque chose, eh bien mon honneur c'est de le faire jusqu'au bout. C'est aussi des notions comme le devoir. Si dans le cadre d'un amour, d'un couple, à un moment donné, le plaisir disparaît un peu, eh bien il reste le devoir. Je me suis engagé par serment et je le tiens. Je le tiens aussi par rapport aux enfants. La gauche aura tendance à plutôt voir des valeurs complémentaires comme par exemple la liberté, la spontanéité. Par exemple, dans un couple qui se forme, on tombe amoureux et c'est cet amour et non pas le fait d'organiser un mariage qui va fonder le couple. C'est aussi la notion de liberté, à savoir que si ce couple ne marche plus, si ce couple ne me rend plus heureux, à un moment donné, il est certain que je dois, par ma propre liberté, prendre une décision par rapport à ce couple. Eh bien, je dirais que là, encore, la vérité est entre les deux. Une morale qui serait dans le strict devoir, sans jamais aucun plaisir qui l'accompagne, le plaisir d'aimer, le plaisir d'agir pour ce qu'on aime. Ou au contraire, si une morale est totalement dans la spontanéité du sentiment, dans la liberté, un jour ça me plaît, un jour ça me plaît plus, eh bien on peut dire que les familles seront fragilisées et qu'il y aura énormément de divorces. Donc la notion de devoir d'un côté, la notion de droit de l'autre côté sont parfaitement complémentaires et que l'un ne saurait être écrasé au profit de l'autre. Alors ce que je dis là est parfaitement réaliste, évidemment. On s'en rend compte en un instant. Cependant, ce qui est manifeste, c'est que dans une assemblée qui doit être élue, comme un spectacle qu'on fait devant le peuple, les personnes, selon leur sensibilité, selon qu'elle est plus du côté de l'ordre, selon qu'elle est plus du côté de la liberté, vont se séparer et se placer à droite ou à gauche. Et ensuite, dans le cadre d'élections démocratiques, chacun va se différencier de l'autre en insistant davantage sur ce qui fait sa sensibilité. Donc la droite va parler d'ordre, de discipline, de devoir, et la gauche face à cela va se scandaliser et va parler de liberté, de spontanéité, de plaisir. En réalité, une fois que le gouvernement est élu par le peuple, eh bien, dans le concret du gouvernement, les politiques aussi bien de la droite et de la gauche vont devenir équilibrées et modérées. Ça veut dire qu'elles vont mélanger des valeurs de gauche et des valeurs de droite. Sauf quand il y a une émotion populaire très grande et qui bascule, qui fait basculer le vote très fortement d'un côté ou de l'autre. Par exemple, justement, pour reprendre l'exemple de l'Allemagne dans les années 1929, tout se met ensemble pour qu'une émotion populaire veuille l'ordre, mais un ordre excessif, soit aussi attiré par une revanche, donc par la guerre. Et il se présente un leader charismatique qui propose cela au peuple, qui accuse d'ailleurs de tous les malheurs de l'Allemagne un complot particulier qui serait judéo-maçonnique. Comme le peuple est dans une grande émotion, qu'il manque d'argent, qu'il est humilié par la défaite de 18, eh bien son vote basculera vers la notion d'ordre, et l'ordre excessif même. Ce qui veut dire que si en général la démocratie universelle a ceci de bien que, étant partagée entre des hommes et des femmes, des personnes qui ont plus une sensibilité du devoir et d'autres de la liberté, on arrive en général à presque 50-50. Ça veut dire que le vote démocratique universel, quand la paix est dans le pays, ce vote, il est équilibrant pour une société. Il maintient les choses dans un juste milieu, sauf émotion politique particulière. Et alors on tombera soit dans l'extrême droite, soit dans l'extrême gauche, soit dans l'excès de l'ordre et de la discipline, soit dans l'excès du désordre, ou plutôt de la liberté, de la spontanéité. Alors, je voudrais maintenant analyser
deux effets de lois sociologiques qui ont rapport avec la droite et la gauche, avec les alternances de gouvernement. Le premier effet sociologique que je voudrais manifester, c'est que, en réalité, les notions de droite et de gauche, je dirais qu'au cours du temps, le curseur peut glisser tout entier comme un bloc, soit vers la droite, soit vers la gauche. Au point que, un siècle avant, un parti qui sera considéré comme de gauche pourra être considéré un siècle plus tard, en regardant ses idées, comme d'extrême droite, très dure. Eh bien, il suffit de prendre l'exemple de Clémenceau. Clémenceau, le père la victoire, le tigre, celui qui va gagner la Première Guerre mondiale comme homme politique, eh bien, à son époque, il est un homme de gauche. C'est un homme de gauche qui accède au gouvernement à un moment donné et qui fera tirer sur une foule de grévistes, parce que la grève avait abusé. Et pourtant, c'est un homme de gauche. À la fin de la guerre 14, il veut la revanche et il impose le traité de Versailles à l'Allemagne avec des remboursements énormes. Face à lui, le président américain Wilson voudrait qu'on n'humilie pas davantage l'Allemagne, mais qu'au contraire, on l'aide à se relever pour ne pas qu'elle ait envie de vengeance. Eh bien, Clémenceau s'y oppose fermement. Mais un remboursement, une dette énorme, et fait que la responsabilité de la guerre est entièrement attribuée à l'Allemagne. Et pourtant, c'est un homme de gauche. Si on regarde les valeurs de Clémenceau, c'est bien des valeurs qu'on pourrait considérer comme de droite extrême. Si à l'heure actuelle un homme disait « je mets la France au-dessus de tout » et l'Allemagne, qui n'a pas payé sa dette entièrement, doit rembourser. Et tant qu'il n'y aura pas remboursement, nous irons éventuellement dans la Roure pour mettre une occupation et lui imposer le remboursement. Eh bien, on considérerait cet homme comme étant profondément d'extrême droite. Presque 80 ans plus tard, lorsqu'on compare ce qu'on appelle en France l'extrême droite, par exemple le parti du Front National de Jean-Marie Le Pen, et qu'on regarde objectivement les valeurs, qui sont évidemment un culte de la nation, comme l'avaient les hommes de la guerre 14, la France étant ce qui est en priorité. Eh bien, on regarde et on voit que les partis politiques le considèrent comme étant d'extrême droite. Alors que si on le compare à Clémenceau, il serait considéré comme un gauchiste total. Eh bien, il s'est passé que la France, en particulier, pour prendre cet exemple-là, a subi 2 guerres mondiales qui ont été fondées sur des valeurs de droite, à savoir l'ordre, l'obéissance à ses officiers, l'admiration de son pays, le devoir qu'on porte jusqu'au bout, l'honneur. Et ça a abouti, on ne peut pas le nier, à 2 catastrophes. Le tout ayant donné en Europe près de 80 millions de morts. Eh bien, je voudrais, à partir de là, manifester un deuxième effet de sociologie par rapport à la droite et à la gauche, c'est l'effet balancier, un balancier, comme cela, qui prend à peu près, disons, 50 ans. C'est très simple. Lorsqu'on va à l'excès dans des valeurs d'un bord, comme par exemple les valeurs de la droite, ce qui est le cas pendant les 2 guerres mondiales, eh bien on peut être sûr que la génération suivante, peut-être 50 ans plus tard, peut-être 2 générations suivantes, confrontée aux conséquences de ce qui s'est passé, elle aura tendance à prendre l'extrême inverse. Et on voit bien, est-ce que les combattants de 1918 auraient pu imaginer que exactement 50 ans plus tard, 1968, on prenne pied à pied les valeurs exactement inverses de celles qu'ils avaient défendues de leur vie. Au lieu de patrie, on prend tout sauf la patrie. Les régions, l'Europe, le monde, mais certainement pas la patrie. Et dès que le mot patrie est utilisé, on parle de fascisme. Les valeurs des combattants de 14 étaient l'honneur. Les valeurs de mai 68 sont la liberté, le plaisir, plutôt rouge, dira-t-on, que mort. Ça veut dire qu'on est prêt à livrer la France aux armées soviétiques plutôt que de se battre et de retomber dans une guerre. Les valeurs de 50 ans plus tôt, à la fin de la guerre, sont des valeurs de l'honneur du père, qui est responsable de la famille, qui a de l'autorité.
Eh bien, les valeurs de mai 68 sont des valeurs plutôt maternelles, liées à la discussion, à la liberté, à la spontanéité. Et le père, il est mis en suspicion avec la philosophie freudienne qui est mise à la mode à cette époque-là, en disant qu'il faut tuer le père, que l'autorité, c'est quelque chose qui déstructure les enfants, qui leur donne des complexes. Eh bien, on pourrait continuer pied à pied pour montrer qu'en fait, on a là un mécanisme sociologique qui ressemble à ce qui se passe chez les enfants lorsqu'il y a une crise d'adolescence. Ça veut dire que lorsqu'on a subi dans son enfance un excès de quelque chose, soit d'autorité, soit un excès d'amour, de tendresse, envahissant, de liberté spontanée, eh bien on aura tendance, parce qu'il y a un déséquilibre par rapport à ce dont a besoin la nature humaine, lorsqu'on fait sa crise d'adolescence, à prendre les valeurs inverses. Et donc, les enfants écrasés par l'autorité auront tendance, lorsqu'ils quittent la maison, à refuser l'autorité. Et les enfants qui ont eu totale liberté, qui n'ont jamais eu d'exercice d'autorité, qui ont donc dû lutter contre leurs propres pulsions, qui n'ont su gérer, n'ayant pas de sens à leur vie malgré cette liberté, eh bien ils auront tendance à essayer de retrouver des repères d'autorité. Si on suit ce mécanisme-là, eh bien on peut dire que peut-être 50 ans après mai 68, ce qui fait quelque chose comme 2018, donc ce n'est pas un chiffre exact, mais peu importe, on peut être à peu près convaincu qu'il y aura un basculement vers les valeurs inverses de mai 68. Ça veut dire que comme mai 68 est allé dans un excès adolescent opposé à un excès précédent, eh bien il est probable que la génération suivante retombera dans l'excès qui correspond à savoir un excès de droite. On voit déjà le mouvement se mettre en place. Mais pour le moment, le mouvement est au juste milieu. On peut dire que le balancier qui était là, après mai 68, en est là. Mais je ne pense pas qu'on pourra arrêter qu'il aille là. Donc prenons quelques exemples. L'exemple de la gestion des criminels. La gestion après mai 68 est une gestion de type maternel, valeur de gauche. On va dire, tout criminel, sans exception, peut se réhabiliter. Et donc, on supprime la peine de mort, on supprime la prison à vie, et la prison à vie se transforme en maximum 25 ans. On va dire aussi que la prison, c'est exclusivement la perte de la liberté, et que tout le reste, rien ne doit être enlevé de plus. Donc les prisonniers ne sont pas obligés de travailler. Ils doivent pouvoir avoir visite de leurs femmes. Ils doivent pouvoir gagner de l'argent et installer leurs cellules comme bon leur semble, etc. Il y a là, évidemment, un abus. C'est très valable pour un certain nombre de gens, par exemple des crimes passionnels, des choses comme cela, mais il s'avère qu'il y a quelques types de criminels qui résistent à cette analyse, comme par exemple les grands pervers sexuels, ceux qui allient sadisme et sexualité violente, et qui tuent des enfants, qui tuent des femmes en les violant, etc. Ceux-là ne sont jamais guérissables. Il y a une perversion grave, et donc quand ils ressortent de prison, même 25 ans après, ils retomberont dans le viol, dans le meurtre, etc. Résultat, on voit dans les années 2000 les choses se remettre en place avec un peu de bon sens, à savoir que on essaye de trouver un système de vraie prison à vie, au moins pour les criminels, pervers, sexuels, qui ont tué des enfants. Eh bien, on peut être certain qu'à cause des abus de la gauche dans la gestion des prisonniers, on verra que le balancier ne s'arrêtera pas là. Est-ce que l'intelligence, un jour, l'analyse qui est stable, qui est au-delà des passions, pourrait arrêter ce balancier et faire qu'on en reste à une gestion logique, cohérente des prisonniers, qui mélangent droite et gauche, donc qui prennent ce qui est vrai dans la droite et ce qui est vrai dans la gauche, à savoir, certains prisonniers ne doivent jamais être relâchés, et d'autres peuvent l'être, parce que la méthode de la gauche, réinsertion, réhabitude à la sortie, etc., sont efficaces. Eh bien, je dirais que ça ne marche pas comme cela, parce que l'homme est un être de sensibilité, pas seulement d'intelligence. Et donc, parmi le peuple, les plus agités, les plus voyants, sont ceux qui imposent à une masse qui suit
les opinions qu'ils mettent en avant. C'est ce qui s'est passé au moment de la guerre 14. Il n'est pas vrai de dire que toute la France est partie, la fleur au fusil pour tuer des Allemands. Mais les plus agités, les journalistes, les intellectuels, partaient pour prendre la revanche. Et le pays a suivi. De même, en mai 68, ceux qui ont fait la révolution de mai 68, les journalistes de gauche extrême, sont en 2010 très souvent encore au pouvoir. Ils tiennent la presse. Et comme ce sont des brillants journalistes, leur opinion s'impose. Et donc, dès que la droite veut remettre des valeurs un petit peu plus au centre, avec du bon sens, aussitôt, il y a stigmatisation en disant « regardez le retour du fascisme », etc. Eh bien, je dirais que ce mécanisme qui a présidé pendant les 50 années après la révolution de mai 68, il faut s'attendre à ce qu'il préside de la même façon pendant les 50 années qui suivra la révolution, je dirais, des années 2018, si on est un petit peu cohérent. L'espoir par rapport à cela, c'est que, enfin, parce que les peuples sont plus cultivés, ils arrivent à dominer leur passion, leur besoin d'un retour à l'ordre après un excès de laxisme de type féminin. Et qu'ils sachent, enfin, que la vérité est au juste milieu, qu'il y a de la complémentarité dans la droite et dans la gauche, et qu'il faut absolument les unifier pour faire ce schéma harmonieux que les anciens taoïstes manifestaient avec le yin et le yang. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'être humain, dans ces débats, ne pourra pas sortir de l'opposition dialectique entre droite et gauche, parce que c'est ce qui rend justement la politique amusante. Si la politique était uniquement motivée par la raison, et donc que les hommes politiques étaient d'accord pour mélanger de la droite et de la gauche, eh bien elle serait fort ennuyeuse. Or, comme le peuple, il aime le spectacle, je pense que jusqu'à la fin de l'humanité, on aura, face à face, discutant, des députés qui seront à droite, des députés qui seront à gauche, et qui feront mine de s'engueuler. Et dès qu'ils seront au pouvoir, eh bien, ils feront un gouvernement de type réaliste, avec parfois un petit peu plus de gauche, parfois un petit peu plus de droite. Mais en tout cas, les extrêmes, qui jamais ne peuvent fonctionner, sont des choses qui n'arriveront que quand il y aura des émotions populaires très fortes. On peut donc dire que l'histoire, l'observation des civilisations, de leur basculement à droite, à gauche, de leurs diverses relations, ne cessera pas d'être l'illustration de ce que vivra l'humanité jusqu'à ce que l'homme soit homme. Il ne peut pas en être autrement, parce que c'est quelque chose d'inscrit profondément dans l'altérité homme-femme qui est présente en nous.